messieurs, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour ce 5e numéro de Sport à la Une. Alors vous le savez, ce week-end, la Ligue 1 et la Ligue 2 ont observé une pause, l'occasion pour nous de nous arrêter justement sur une équipe de Ligue 2, le Guédiawaye FC, relégué cette saison et qui se bat pour retrouver l'élite. L'un de nos invités s'appelle Moustapha Seck, entraîneur de Guédiawaye Football Club. Toujours dans la page football de ce soir, nous vous faisons découvrir l'Académie Génération Foot, 16 hectares à Saint-Galcam, avec des installations dignes de ce qu'on voit en Europe. Et pourtant, il y a 15 ans de cela, son fondateur, Madi Touré, avait peu de moyens. Il courait avec 2-3 jeunes sur les terrains nus de Dakar. En Europe, nous irons justement pour passer en revue les résultats du week-end. En Angleterre, le suspense est plus que jamais d'actualité entre Liverpool, Chelsea et Manchester City. En Espagne, le trio de tête ne se lâche plus. L'Atlético, le Barça et évidemment le Real Madrid. Chez nous, nous reviendrons pour parler du championnat de handball qui a démarré ce week-end. Saltigué chez les dames, le Duc chez les hommes se sont illustrés d'entrée. Focus sur la Jeanne d'Arc de Dakar qui, malgré les difficultés du club, se forge une réputation dans la discipline. Le tennis féminin également à l'honneur à l'occasion d'un Open international organisé à Dakar. Notre invité est Daouda Senghaniaï. Il est responsable donc du tournoi. Pour les joueuses, il est déjà sur le plateau. Dans Sport à la Une, seule la passion du sport nous anime. Bienvenue à tous. Cher Tidiane Diao, bonsoir. Bonsoir, Mampatou Doy. Malal is back. Malal, bonsoir. Bonsoir, Mampatou, et bonsoir à tout le monde. Et voilà, notre invité du soir, notre premier invité, Monsieur Ndiaye Daouda, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, on va d'abord vous poser une question toute simple. Dakar, donc on le disait, abrite en ce moment le premier Open féminin du circuit ITF WTA, et ce jusqu'au 12 avril prochain. Monsieur Ndiaye, c'est quoi le circuit ITF WTA? Merci. C'est un circuit qui se déroule dans c'est un circuit mondial en fait, et c'est vraiment la première, c'est la toute première étape pour les filles pour devenir des professionnelles. Donc certaines d'entre elles sont déjà professionnelles. Elles jouent dans ce circuit depuis des années pour avoir un maximum de points WTA pour pouvoir jouer les plus grands tournois. Très bien. Alors pendant une semaine, des joueuses de différentes nationalités vont compétir donc pour ce tournoi doté d'un montant de 15 000 $. Vous nous expliquerez justement à quoi servent ces 15 000 $. Mais est-ce que d'abord il y a des Sénégalaises qui sont en lice pour cette compétition? Tout à fait. Il y en avait une. Nous avions accordé 3 wildcards, ça veut dire 3 invitations pour que les Sénégalaises puissent entrer jouer le tableau final. Hélas, il y a eu un vice de procédure. Elles n'ont pas pu obtenir leur accréditation. Ça s'appelle le IPIN. C'est le code qui leur permet d'être répertoriées sur le circuit ITF et pouvoir s'inscrire à des tournois. Donc elles n'ont pas pu obtenir ce code à temps. Et donc il n'y en a qu'une seule parmi les 3 donc, qui a pu obtenir cette wildcard, hélas. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle Serena. Serena. Oui, Serena. D'accord. Ouais. Serena est la seule chanceuse, donc cher. Mais a priori, il y a d'autres joueuses de nationalités différentes qui vont prendre part à ce tournoi, n'est-ce pas? Donc, il s'agit de la Britannique Emily Smith qui a remporté il y a 2 semaines de cela en Open en Égypte, et l'Italienne Claudia Coppola qui a fini de se faire connaître dans le milieu du tennis mondial. Je vous propose de suivre la réaction de ces 2 joueuses au micro d'Aline et Chartigan. Je suis une battante, je travaille dur dans le but d'être vainqueur du tournoi international féminin. Psychologiquement, je suis tranquille, même si c'est la première fois que je participe à un tel tournoi. Mon objectif, gagner la compétition. Il y a 2 semaines de cela, j'ai remporté l'Open féminin en Égypte. Un tel tournoi, je l'ai remporté 3 fois au cours de ma carrière. Je ferai de mon mieux pour gagner le tournoi. J'essaierai de me concentrer le maximum possible pour me faire distinguer. Je me suis préparée en conséquence. C'est pour vous dire que depuis mardi dernier, j'ai appuyé sur l'accélérateur.
it's okay for me. I try to do the best and it's fun. Voilà, nous aussi nous découvrons ces jeunes dames, n'est-ce pas, Malal? Alors, le tennis féminin au Sénégal, ça vous intéresse? Oui, on suit un peu ce qui se passe avec cette discipline. On a été couvrir l'Open des garçons, mais Daouda, moi je me pose des questions sur ce tournoi, un tournoi organisé à Dakar. Il n'y avait que la possibilité pour 3 Sénégalaises d'y participer. Finalement, il n'y en a qu'une seule. Et ça veut dire que le tennis chez les Sénégalaises, ça ne s'est pas bien développé. Oui, je tiens à préciser d'abord que ce tournoi a été organisé grâce à l'appui et l'aide de beaucoup de sponsors qui nous ont vraiment aidés. Deuxièmement, grâce à l'appui de la Fédération sénégalaise de tennis aussi. Le tennis féminin au Sénégal, oui, n'est pas aussi développé qu'on l'espère, qu'on l'aurait aimé, mais l'objectif de ce tournoi, c'est de susciter des vocations, de permettre à des joueuses professionnelles, nous en avons quand même 13 nationalités qui sont venues, qui ont répondu à l'appel. Donc elles vont compétir et ce sont des professionnels. C'est un jeu qui est très excitant, très aimable à regarder, agréable à regarder. Donc on espère que ces professionnels vont susciter des vocations avec nos jeunes qui vont venir les regarder jouer. Mais c'est quoi les problèmes que vous rencontrez au niveau du développement de la discipline chez les filles? Développement de la discipline, moi je suis un humble organisateur, je ne fais pas partie de la Fédération sénégalaise de tennis. D'accord, mais vous avez été tennisman. Oui, tout à fait. Mais vous savez, le tennis souffre des mêmes maux que les autres sports sénégalais souffrent. C'est un manque de moyens, c'est un manque d'infrastructures. Je crois que vous, les médias, vous avez un rôle à jouer aussi. Et je vous remercie vraiment de nous permettre de venir parler de cette discipline ici, sur votre plateau. Mais je pense que ça fait 10 ans que le sport sénégalais souffre et tous les fédérations ont les mêmes problèmes. Oui, mais n'avez-vous pas l'impression que c'est un sport un peu élitiste? Il n'y a qu'une frange très minime de la population qui s'y intéresse et qui s'y adonne. Comme je vous ai dit, il y a un manque d'infrastructures. Si vous emmenez les infrastructures dans des quartiers populaires, à la Médina, à Guédiawaye et tout le monde va jouer. Mais s'il n'y en a pas, tout le monde va toujours penser que... Est-ce que c'est un problème d'infrastructure? Parce qu'également aussi, il y a un problème de moyens. Il y a des raquettes qui coûtent excessivement cher. C'est ça, exactement. L'habillement d'un tennisman, tout cela quand même. Non. Oui et non, parce que bon, c'est une question de passion aussi. Et moi, pour être... Regardez, les grands joueurs d'aujourd'hui, Djokovic, Serena Williams, Nadal. Voilà, Nadal, ils ne viennent pas de familles aisées. Serena Williams et sa sœur, elles ont commencé dans les faubourgs de Los Angeles avec des dealers de drogue autour d'eux. Mais à force de persévérance, à force de travail, elles savaient ce qu'elles voulaient. Elles étaient dirigées par une personne encadrée par leur père, qui a fait des sacrifices pour qu'elles puissent être là où elles sont maintenant. Donc c'est une question de passion. Moi, je pense que... Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de vulgarisation? Parce que quoi qu'on dise, on parle de cet Open féminin, Malal le disait il y a quelques mois de cela, on a organisé un Open masculin, sauf que, a priori, personne n'est au courant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail de communication, de proximité à faire pour que les gens découvrent ces disciplines? Parce qu'il faut le dire, les gens ne connaissent pas vraiment le tennis. Tout à fait. La question que vous posez, est-ce que la mayonnaise a pris Non. À première vue, non, pour le moment. Mais bon, je pense qu'avec ce genre d'action, je pense que les gens vont venir. Et puis, il faut rappeler que pour aller regarder un match de tennis, c'est gratuit. C'est pas payant, l'entrée est gratuite. Donc, mais sauf qu'il faut des gens pour jouer au tennis. Tout à fait. Il y a des gens actuellement, il y a une trentaine de filles qui sont là pour ce tournoi et on espère que les gens vont venir nombreux gratuitement à l'Olympic Club tous les jours à partir de 10h30 midi et jusqu'à 18h30 et qui viennent regarder ce que c'est que le tennis féminin international. Alors concrètement, comment va se dérouler le tournoi? Il me semble que déjà les phases de qualification ont été éliminées ce week-end. Comment ça va se passer? Le tournoi commence, le tableau final donc commence demain.
Donc demain mardi 8 à partir de midi. Donc il y a 8 matchs qui sont programmés à l'Olympic Club. Donc les gens peuvent venir gratuitement regarder les matchs et ça va se dérouler donc jusqu'à 18h30 et voilà quoi, jusqu'à samedi, et samedi c'est la finale. C'est la finale, très bien. Donc 15 000 $, ça fait beaucoup, hein? Non, 7,5 millions. 7,5 millions. Oui. Voilà. D'accord, réparti comment? Juste pour notre curiosité il y a plusieurs catégories de tournois dans le circuit ITF. Il y a les 10 000 $, 15 000 $, 25 000 $, 50 000 $, 75 000 $ et 100 000 $. Donc nous avons commencé par un tournoi de 15 000 $. C'est une répartition, une dotation donc, qui est répartie sur toutes les joueuses. Donc le vainqueur ne va pas avoir vraiment 7 500 000. Voilà, il ne va pas avoir 15 000 $, elle va avoir 2 200 $. Et le reste, elles viennent plus pour les points WTA parce que le vainqueur peut gagner 27 points. Et pour vous donner un exemple, si vous commencez à jouer au tennis et que vous remportez ce tournoi, 27 points vous permet d'accéder à la 800e place WTA quand vous sachez qu'il y a 2000 places. Donc elles viennent vraiment... Oui, c'est pas mal du tout. C'est pour ça qu'elles sont là. Et les chances de Serena, la sénégalaise? Serena a participé au tournoi double et je tiens à préciser qu'elle est passionnée et elle n'a que 14 ans. Donc elle a que 14 ans, donc elle a joué, elle a perdu. Elle a été éliminée aujourd'hui en double, mais elle a vraiment apprécié, elle a vraiment aimé. Et j'espère que ça lui permettra de travailler encore plus pour s'améliorer. Au niveau de l'organisation, est-ce que tout va bien? Nous avons, je tiens à remercier infiniment tous nos sponsors qui nous ont aidés. Ce tournoi n'aurait pas pu naître sans l'aide de nos sponsors. Il y a des difficultés majeures, mais c'est un bébé. C'est un bébé qui vient de naître et nous espérons l'indulgence des sponsors et des personnes qui vont venir, qui vont peut-être constater quelques difficultés. Nous leur demandons leur indulgence et nous espérons faire mieux l'année prochaine. Alors Daouda Sengayaye, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que voilà, cette tribune vous permettra d'attirer plus de public. Je rappelle que donc vous êtes le directeur du tournoi en charge des joueuses dans le cadre de cet Open féminin, donc organisé à Dakar jusqu'au 12, donc samedi prochain. Et c'est gratuit. Les gens peuvent aller au club olympique donc pour regarder du tennis et éventuellement donc pratiquer cette discipline. À moins que Cher ait un mot à rajouter, on va parler d'eux. Voilà, bon, reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour ce tournoi et que prenez bien soin de cette Serena-là. On espère que d'ici une dizaine d'années, elle sera une vraie Serena Williams. Inch'Allah. Et merci à TFN, merci infiniment de nous accorder cette opportunité de parler de ce tournoi. Merci beaucoup. Vous êtes toujours bienvenue. Tout le plaisir est pour nous. Alors, amis téléspectateurs, Sport à la Une s'intéresse cette fois-ci à du handball. Les championnats nationaux hommes et dames ont démarré ce week-end en poule unique. Donc, retenez que chez les hommes, il y a donc le Duc, le Diaraf, Saltigué, Gorée, Asfa, Gia, Rail, Stade de Mour, Kaffrine et Olympique de Diourbel. Ce week-end, donc, le Duc, champion en titre, a frappé fort d'entrée, s'imposant devant le promu Kaffrine 37 à 19. Et chez les dames, vous avez Saltigué, Duc encore, Gorée, Diamono, Disso, Sokone, Renaissance de Tiwawan, Stade de Mour, Diaraf, Gia et Boustan. Et là encore, c'est Saltigué qui a donc étoffé son palmarès avec un 6e titre lors du précédent exercice qui s'est imposé devant Olympique de Diourbel 33 à 22. Mais Malal, ce soir, on s'intéresse à une équipe, la Jeanne d'Arc de Dakar. La vieille dame qui tant chez les filles que chez les garçons est en train de faire son petit bonhomme de chemin malgré la crise au sommet de cette équipe, malgré également les manques de moyens. La Jeanne d'Arc de Dakar existe donc dans cette discipline qui est le handball. Elle tente de faire des résultats malgré le manque de soutien, mais également malgré la tension qui est née dans cette équipe depuis maintenant presque 2 ans. Abdul Aziz Khan y a fait un tour. Parler de la GIA sur le plan sportif revient souvent à user d'une de ces expressions fiévreuses. Club à l'agonie, situation sportive étouffante, la section foot qui végète en 3e division et des dirigeants qui se livrent à une bataille sans merci. Pourtant, au milieu de cette sombre grisaille, une section tente d'attirer la lumière sur elle, le handball. Les 2 équipes féminines et masculines sont en 1re division et les hommes jouent les premiers rôles dans le championnat national, même si l'environnement de jeu n'est pas toujours propice aux performances. On travaille avec difficulté actuellement parce que les moyens ne suivent pas.
Donc au niveau, comme par exemple, au niveau des transports, du matériel et en gros avec au niveau du prise en charge, au niveau des deux équipes, garçons et filles, nous éprouvons énormément de difficultés parce que nous avons des problèmes avec les filles parce qu'elles habitent un peu loin par rapport au lieu d'entraînement. Donc ça nécessite de l'argent pour donner le transport au niveau, chez les filles. Les garçons qui ont joué la finale de Coupe du Sénégal la saison dernière reviennent avec des ambitions cette année. Conscients qu'ils ne bénéficient pas du soutien des dirigeants, les joueurs ont pris leur destin entre leurs mains. On a essayé de nous organiser. Comme les dirigeants ne sont toujours pas à l'appel, cela veut dire qu'ils ne soutiennent pas l'équipe. C'est ça la vérité. Nous, on a essayé entre nous de s'organiser, d'aller chercher des fonds pour faire rouler les choses. Ben, nous sommes un peu parlé avec une firme de la place qui peut nous aider à nous habiller. On veut créer ce qui n'a jamais existé dans le handball. C'est la vérité qu'une équipe soit sponsorisée par une firme de la place. C'est ça qu'on veut. Il y a une guerre certes au niveau du handball, mais moi je ne crois pas que tous ces gens-là croient à la Jeanne d'Arc. Parce qu'ils ne font que parler, ils ne font absolument rien pour le sport. Surtout les gosses, hein, parce que c'est des gosses qui sont très ambitieux. Des filles comme les garçons. Vous avez vu, les filles sont en première division cette année. Ils ont gagné le tournoi de montée en première division. Elles sont en première division. Aujourd'hui, c'est la première journée. Elles ont gagné. Les garçons ont fait match nul. Je crois qu'avec cette dynamique, donc les dirigeants devraient au moins regarder sur la section de handball et pour soutenir le club. Loin de les décourager, la situation morose de la GIA décuple la motivation des handballeurs. Les techniciens sont toujours derrière les filles parce que nous aimons le handball. Nous sommes nés avec le handball, donc nous le pratiquons. Donc nous sommes en mesure de gérer, même si les moyens ne suivent pas, nous sommes en mesure de gérer les équipes, de nous entraîner. Parce que nous sommes des techniciens, nous avons été formés ici. Nous sommes la seule équipe qui porte haut le flambeau de la Jeanne d'Arc. Je crois que ce n'est pas normal qu'il nous manque de respect. Pour moi, c'est un manque de respect. Regardez ces enfants-là, les filles, surtout nous, on a un âge assez avancé. Mais ces filles-là, ce sont des enfants. Il faut les soutenir, c'est ça qui est important. Parce que nous sommes la seule discipline qui joue en première division. Nous sommes la seule discipline qui joue tous les 2 ans une finale du Coupe du Sénégal et qui atteint souvent les demi-finales du championnat. Nous sommes tous des amis. C'est nous qui, en fait, on est amis, hein, on est amis. On part ensemble, on fait tout ensemble. Je crois que c'est ça, c'est cette familiarité-là qui a créé un noyau au niveau de l'équipe. Ce qui fait que nous, on peut se parler, hein, on peut dire aux gars, on joue ensemble, il n'y a pas de problème. S'il n'est pas la locomotive au sein des sections sportives de la Jeanne d'Arc, le handball reste pourtant l'une des vitrines du club au niveau de ses résultats. Les handballeurs l'ont peut-être compris, pour briller et exister, le terrain est certainement le meilleur lieu d'expression. Merci Abdouaziz. Malal, un commentaire. C'est dommage, hein? C'est dommage de voir une équipe comme la GIA, toute discipline confondue, d'être dans des difficultés. La seule équipe qui a eu à porter très haut les couleurs du Sénégal en football, en Champions League, qui aujourd'hui se bat en N1. Oui. C'est une honte et la crise elle est profonde. Les dirigeants doivent se réunir autour d'une table ou bien s'enfermer dans une chambre, se taper dessus, vider les contentieux, se regarder en face et avancer. Puisque le sport a pour vocation de réunir, mais non pas de désunir. Voilà. En attendant, le handball est juste peut-être la bouffée d'air pour la vieille dame, puisque bon, c'est une équipe qui, malgré le défaut de moyens, arrive à s'en sortir. Et comme le disait donc l'un de ses intervenants, tous les 2 ans, cette équipe masculine joue une finale, comme quoi, bon, il y a de l'espoir, cher. Ouais, c'est la passion du sport qui maintient encore le flambeau. Il n'y a pas que les handballeurs qui sont en première division, aussi il y a l'équipe de basket féminin. Mais qui a beaucoup de difficultés par rapport à son lustre d'antan. Qui est classé 3e. Ouais. 3e quand même. Même si elle ne peut pas rivaliser avec le Dakar Université Club. C'est un des basket club. Les équipes de Dakar. Mais quand même, je pense que, comme tu l'as dit, Malal, ce sont les dirigeants de régler les problèmes de la Jeanne d'Arc, vider les contentieux pour que ce club qui a tant fait le bonheur de nombre de milliers de Sénégalais quand même puisse redevenir ce qu'il était. Alors tu parlais de la GIA au basket, justement, la transition est toute trouvée. Tu vas nous parler de basket, cher. Basket, Mamadou, avec l'entraîneur national des Lions, Chersar, qui faisait face à la presse cet après-midi. Chersar qui a décliné sa feuille de route en direction de la Coupe du Monde 2014, donc le sélectionneur des Lions, qui veut une préparation en 2 phases. Chersar également qui en donnait une liste de 20 joueurs, donc c'est une présélection Malal. Donc je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Chersar Bougara. La première liste qu'on avait confectionnée, qui tournait autour de 112 joueurs sénégalais qui jouent partout dans le monde, quoi. Ce n'est pas seulement aux États-Unis, mais entre 112 et 111 joueurs
partout, France, Asie, partout, ben, c'est 72 qu'on a vu nous. Mais dans ces 72-là, il fallait tirer 20 joueurs. C'est qu'on m'a demandé de prendre 20 joueurs, une liste pour la préparation. Donc ce n'est pas une mince affaire, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à faire, dans la mesure où il faut utiliser la technologie actuelle pour pouvoir entrer en contact avec ces joueurs-là. Mais l'observation ne se limite pas simplement à l'Internet, quoi. Ça ne suffit pas du tout. Donc il faut appeler les agents, il faut appeler les joueurs eux-mêmes, et ensuite il faut être sur place pour pouvoir les juger sur le plan comportemental, technico-tactique et sur le plan des rapports avec les entraîneurs. Bon, c'est pour cette raison que je suis parti aux États-Unis. Mais donc cette prospection-là, c'est juste un processus, hein. C'est un processus qui n'est pas fini. Parce que déjà, des joueurs qui sont contactés, il y en a que vous connaissez, il y en a d'autres que vous peut-être ne connaissez pas. Mais je ne pourrais pas, comment on appelle, révéler de nom, dans la mesure où il y en a qui ont demandé l'anonymat. C'est quand même le deadline pour la qualification au niveau de FIBA, c'est le 30 juin. Donc je me permettrai de prendre encore quelques 3 à 4 semaines, à moins qu'on me demande de le donner demain. C'est-à-dire que j'avais concocté avec mes collaborateurs, et le premier plan c'était partir en Europe. Okay, pour travailler dans la sérénité, mais il est bien aussi que ces jeunes-là, ces Sénégalais-là, viennent ici au Sénégal, rencontrer leurs compatriotes, qu'on les voit, et puis qu'on discute avec eux, hein, et qu'on leur pose des questions, qu'ils baignent dans l'ambiance sénégalaise. Ça, c'est une très bonne chose, et on peut l'avoir pour 15 jours. Hein, ils seront ici pour 15 jours, et puis voilà, avec les formalités administratives, après on pourra faire autre chose. Le plan B, bon, puisque moi je ne l'ai pas préparé, je vais laisser le président de la commission technique peut-être trouver un plan B. Mais moi, le plan A, c'est ça, quoi. Voilà, donc la réaction de Chersa, l'entraîneur de l'équipe nationale masculine. Malal, on peut dire que quand même c'est un travail de fourmi qu'il est en train de mener là pour pouvoir réunir un groupe de performances intéressant pour cette Coupe du Monde en Espagne. 20 joueurs avec de grands noms comme Gorgui Sidien qui avait depuis longtemps donné son accord de principe pour venir jouer avec le Sénégal. Mais vous savez, mon Fatou, pour faire venir des joueurs de la trempe de Gorgui Sidien, il va falloir forcément régler le problème des assurances. On a vu le cas Mam Jojo avec tout ce qui s'est passé avec sa blessure. Une Coupe du Monde chez les garçons, c'est de la rigueur, c'est des coups de coude, c'est des blessures, des faux pas. Il faut une bonne assurance d'abord. Ensuite, une bonne préparation au niveau local, un bon hôtel, un bon bus, une bonne prise en charge pour espérer faire un bon chemin en Espagne, puisqu'on va croiser du lourd en Espagne. Bien sûr. Voilà. De toute façon, c'est ce qui se fait de mieux au monde. Alors, cher Tidiane, on va continuer à parler de basket, mais cette fois-ci, on va retourner au parquet du Stadium Marius Ndiaye avec la 8e journée de National 1 féminin. Avec le Guédiawaye Basket Club qui n'en finit pas de s'enfoncer, même si l'objectif du maintien reste toujours réalisable, selon Iman Diouf, l'entraîneur, qui a poussé un coup de gueule à l'issue de ce match perdu face à l'UGB Ibrahim Akam. Guédiawaye Basket Club continue de broyer son pain noir. Les défaites se succèdent pour ce club fagnon de la banlieue dakaroise, mais malgré tout, le coach trouve des motifs de satisfaction. Guédiawaye est venu en première division avec une jeune équipe, c'est-à-dire des cadets, des juniors et 2 seniors. Raison pour laquelle on a un seul objectif. L'objectif c'est quoi? C'est de se maintenir en première division. Et jusqu'à présent, on est dans la course parce qu'on est 5e. Cayor est derrière nous. Raison pour laquelle on a un match périlleux à jouer au niveau de Thiès. C'est un match contre Cayor, c'est un match de survie. La source du mal, l'équipe est laissée à elle-même. Notre seul problème, ce sont les moyens. L'équipe souffre énormément de moyens. On a beau crier par rapport aux autorités qui sont au niveau de la ville de Guédiawaye, mais on n'a vu personne depuis le début du championnat. À part le match contre Cayor de la fois passée, où Djamil, le président du GFC, était venu avec ses moyens à aider l'équipe pour au moins se sortir au-dessus du lot. Raison pour laquelle, jusqu'à présent, on a beau crier, on n'a vu personne. Par rapport à ce match-là, on a failli déclarer forfait. Mais on s'était dit, on a un contrat moral à respecter parce qu'on avait dit aux joueuses qu'on va venir jouer, ne serait-ce que nous faire plaisir. Face aux étudiantes de l'UGB, elles n'ont pas longtemps tenu, défaite 48-70, d'où la satisfaction de l'entraîneur des Saint-Louisiennes. Satisfait et partant de là, l'équipe est qualifiée aussi pour le second tour. Donc aujourd'hui, on jouait la qualif. Maintenant, par rapport au match, moi je crois que l'équipe de Guédiawaye nous a posé des problèmes. Maintenant, il fallait négocier. Et maintenant, prendre des points petit à petit et aller
s'il le faut mettre 10 à 15 points, c'était ça l'objectif. Eh oui, difficile d'apprendre le haut niveau, c'est ça aussi. Hein. Guédiawaye Basket Club, c'est une équipe promue. Donc forcément, il y a un temps d'adaptation. Pour, et surtout que c'est de très jeunes joueuses qui sont là, mais le problème c'est que il faut les motiver quand même. Parce que dans ce match-là, le coach l'a dit, c'est à la dernière minute qu'elles ont pu venir jouer. Elles ont failli déclarer forfait pour ce match et c'est pas la première fois de la saison que ça arrive. Je pense que les autorités quand même de Guédiawaye doivent s'impliquer, aider cette équipe quand même, qui est une vitrine de cette grande ville qui est Guédiawaye, ce département. Le problème des moyens se pose encore et toujours. Toujours, encore et toujours. Et elles ont la chance plutôt d'avoir au moins un petit terrain, je pense, à Moudoubarri. Je ne sais pas si c'est un terrain fonctionnel ou pas, mais quand une équipe de l'élite vient jouer un match de championnat national à bord d'un car rapide ou d'un Diagandiaï, ça pose problème. Quand les joueuses ont des problèmes pour avoir de quoi boire à la pause, ça pose problème. Le haut niveau, quoi qu'on puisse dire, demande des moyens. Si on veut aller loin, il faudrait qu'on mette les moyens. Et les gens ont décidé de faire un championnat professionnel, il faudrait trouver les moyens de sa politique. On parle en fait souvent d'un cahier des charges au niveau par exemple de la Ligue 1 professionnelle, mais est-ce qu'on ne devrait pas appliquer les mêmes règles pour le basket, même quand on est promu, c'est vrai que sur le terrain, on gagne sa place, mais finalement dans les conditions de jeu, cher, parfois il vaut mieux rester en deuxième division ou en amateur. Le problème c'est que si on applique ces textes-là, est-ce quand même on ne va pas se retrouver avec 3 à 4 clubs seulement en Ligue 1? Mais moi je crois que pour le cas de cette équipe de Guédiawaye, c'est une équipe de ville. C'est une équipe qui représente une ville, la ville de Guédiawaye. Il y a une municipalité, il y a un budget qui est voté. Il faudrait que la municipalité aussi mette la main à la pâte. Ça ne coûte rien au maire de Guédiawaye de mettre 10-15 millions dans les caisses de l'équipe pour qu'elle puisse jouer tranquillement son championnat. Mais ils préfèrent aller donner l'argent dans des tanebers, dans des choses qui ne servent à rien. C'est des jeunes joueuses qui peuvent demain être membres de l'équipe nationale. C'est le même problème qu'on a également au Jachlem Basket Club, une équipe qui avait très bien démarré ce championnat de basketball et actuellement qui est en train d'accuser le coup parce que les joueurs sont démotivés. Et c'est l'entraîneur lui-même qui le dit à cause du manque de soutien. Voilà. Alors, on va égrener les résultats. Voilà, donc chez les filles Mamfatou, dans la poule A, le Guédiawaye Basket Club donc, qui s'incline 48-70 face à l'UGB, le Dakar University Club qui s'impose face à la Jeanne d'Arc en classique donc, de ce championnat de basket, 56-27. AIC Ville de Dakar qui s'impose devant le Cayor Basket Club 80-64. Dans la poule B, Diaraf Uzo 49-57, Bourg-Sibac 58-29. Saint-Louis Basket Club, Bop 56-41 en classement. Donc dans la poule A, le Duc leader 16 points, deuxième AIC Ville de Dakar 15 points, troisième JA 12 points. Dans la poule B, premier Saint-Louis Basket Club avec 15 points, suivi du Garaf de Dakar deuxième avec 14 points, troisième Uzo 12 points. On a joué également chez les hommes en tour avec Louga Basket Club donc qui bat Uzo 64-54, Douane Thiès. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Douane Thiès, la SC Thiès qui déclare forfait. Donc, battu 20-0. 20-0, donc il a déclaré forfait. C'était face à l'AS Douane, l'UGB, ASFA. Donc ce match a été reporté dans la poule B. Dissau, Sibac 44-56, HLM Basket Club, Saint-Louis Basket Club 48-76, Rail Mermoz 57-66. Le Duc n'a pas joué ce week-end. Donc classement poule A, premier UGB, deuxième l'AS Douane, troisième Uzo, poule B, premier Saint-Louis Basket Club 12 points, deuxième Sibac, troisième Mermoz. Deuxième Dakar University Club, donc troisième Mermoz. Voilà, c'est ça. Merci cher Tigane pour toutes ces infos liées au basket. À présent, nous a rejoint sur le plateau Moustapha Seck. Il est l'entraîneur de Guédiawaye FC. Bonsoir Moustapha. Bonsoir Mamfatou. Alors, un contrat de 2 ans vous lie au club et bien sûr, l'un des challenges les plus importants est de ramener GFC dans l'élite. Et pour le moment, la concurrence est certes rude, mais pas insurmontable. Actuel deuxième de la poule A, après 9 journées, GFC est plus que jamais dans la course pour la montée. Cher Salibou Diarra et Modou Diop ont assisté à une rencontre amicale de GFC ce week-end. Reportage.
La remontée en Ligue 1 comme défi, Guédiawaye Football Club relégué en Ligue 2 cette saison est dans cette dynamique. Une série de 6 matchs sans défaite et la deuxième place de la poule A avec 10 points derrière Dakar Sacré-Cœur à la seule différence de but marqué. Alhamdulillah, ça fait 7 journées, l'équipe n'a pas eu de défaite et je crois qu'on essaiera de continuer sur cette dynamique. Nous sommes sur la bonne voie. Je crois que le championnat est loin d'être fini. Il reste encore 15 points à prendre. L'encadrement s'attelle à ce que cet objectif soit réalisé, quand bien même ça n'est pas facile ni évident, puisque le démarrage a été assez difficile. Et il y a des adversaires de qualité avec nous. Je pense que nous sommes 3 ou 4 équipes à vouloir être de sérieux prétendants à la montée. Donc ça n'est pas du tout évident. Malgré tout, il faut qu'on continue à y croire, puisqu'il n'y a qu'une place et beaucoup d'appelés. L'entame de saison fut loin des espérances pour Guédiawaye Football Club. Un seul point récolté sur 9 possibles. Un mauvais passage qui va paradoxalement fédérer le groupe. On a fait 2 défaites, mais cela ne nous a pas permis, surtout au plan mental, de discuter avec le gosse. Le coach a beaucoup discuté avec les joueurs pour que ces joueurs puissent se relever très rapidement et continuer à gagner. Bon, alhamdulillah, ça fait 7 journées, l'équipe n'a pas eu de défaite et je crois qu'on essaiera de continuer sur cette dynamique. Une bonne ambiance dans le groupe, œuvre de l'entraîneur Moustapha Seck, arrivé cette saison au club. Beaucoup de synergie dans l'équipe. Ce que j'appelle synergie, c'est qu'on trouve une certaine cohérence entre le staff technique, le staff administratif. Dans le staff technique, chaque partie, que ce soit les techniciens, que ce soit l'intendance, que ce soit le staff médical, travaillent beaucoup, réfléchissent beaucoup ensemble. Aujourd'hui, les joueurs, le staff a essayé de mettre en place un peu un groupe assez consistant, assez soudé, assez solidaire. C'est très important, avec une bonne ambiance de travail. Guédiawaye FC est depuis 2 ans présidé par Djamil Faye et le travail de ce dernier est apprécié au sein du club. Il est très exigeant, il est très cohérent, il a de la constance et il est aussi intransigeant avec l'ensemble des collaborateurs et des partenaires. Maintenant, vous savez, le football, ce n'est pas une discipline, une activité scientifique à tout niveau. Ça n'est pas du tout évident, ce n'est pas facile parce que le contexte dans lequel il a trouvé l'équipe, c'était un contexte assez difficile. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, il reste beaucoup encore à faire, mais je pense qu'il est sur la bonne voie. On a un président qui essaie tous les jours de nous mettre dans d'excellentes conditions. Si tous les habitants de Guédiawaye se joignent au président Djamil Faye, je crois que dans 2, maximum 3 ans, Guédiawaye Football Club sera l'une des équipes les plus structurées du Sénégal. D'ailleurs, le club de la banlieue dakaroise commence à voir plus grand. C'est qu'il y a un travail profond, très patient, qui est en train d'être fait au niveau des catégories jeunes. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que même au niveau des écoles de Guédiawaye, il y a un travail qui est en train d'être fait au niveau des écoles primaires pour que justement on essaye un peu d'aider à ce que le football soit installé à ce niveau-là. Une équipe féminine, petite catégorie, est en train d'être installée et mise en place. Les cadets, les juniors, les espoirs aussi sont en place avec des entraîneurs au niveau de Guédiawaye, faire de Guédiawaye et du club Guédiawaye Football Club justement une équipe de référence. Et je pense que le potentiel qu'il y a dans la banlieue mérite un peu qu'on atteigne un peu cet objectif. Ces perspectives en bandoulière, Guédiawaye Football Club joue ce mardi en 8e de finale de la Coupe de la Ligue contre Tourékounda. Moustapha Seck et ses protégés doivent aussi remporter leurs 5 derniers matchs de Ligue 2 en espérant un faux pas de Dakar Sacré-Cœur pour atteindre leur objectif, la montée en Ligue 1. Voilà donc, coach, on l'a vu, du beau monde dans ce reportage, un personnel de qualité, l'ancien DTN, l'ancien porte-parole de l'équipe nationale du Sénégal, un excellent Djamil Faye et vous-même. Vous avez le personnel adapté, adéquat pour réaliser l'objectif atteint. Oui, permettez-moi d'abord de remercier le président et ses collaborateurs, Djamil Faye, parce que
ce n'était pas évident le fait qu'ils aient porté leur choix sur ma personne. Mais ce que j'ai à vous dire déjà, c'est que nous avons, comme le président le dit très souvent, un projet jeune, donc avec des ambitions bien déterminées. Au niveau des joueurs, il y a un recrutement qui a été fait. Au niveau de l'encadrement aussi technique, il y a des jeunes dans cet encadrement. Je donne l'exemple de Souleymane Diallo, qui est le préparateur physique. Donc le président aussi a jugé nécessaire d'aller chercher un préparateur de gardien à la personne de Khadim Faye. Il s'y ajoute à cela Ibou Diouf, mon collaborateur avec qui j'ai eu à travailler depuis très longtemps, donc depuis Niary Tally. Mais au niveau des catégories jeunes aussi, parce que Guédiawaye compte 6 catégories. Donc au niveau des catégories, il y a des entraîneurs qui sont en train de faire un travail de fourmi. Je pense que c'est l'occasion de le dire. En tout et tout, il y a un volet médical où il y a déjà 3 médicaux au niveau de Guédiawaye, plus maintenant l'intendant Modou qui fait un excellent travail. Quelqu'un qui, très souvent je lui dis, tu joues un rôle extrêmement important, Modou Sall, donc que les gens ne connaissent pas. Je pense que le président l'a bien entouré en fait. Non, il y a quand même un encadrement de qualité, donc qui essaie de faire le travail quand même pour suivre en même temps le président dans sa démarche. Très bien. Moustapha, dans quel état d'esprit avez-vous trouvé ce groupe qui venait de descendre en deuxième division? Avez-vous mesuré l'ampleur de cette tâche qui vous attend? Bon, c'est une question pertinente. Très souvent, certains me collent l'étiquette de quelqu'un qui aime les challenges. Mais moi, je pense que dans la vie, il faut parfois choisir. Je pense que l'équipe, même si elle était descendue en Ligue 2, ce n'était pas une fin en soi. Parfois, il faut échouer pour mieux préparer demain. Il est vrai, je ne dirais pas que j'ai trouvé une table rase à Guédiawaye, parce que sur le plan organisationnel, le président et ses collaborateurs avaient déjà commencé à mettre des jalons. Il s'y ajoute à cela le fait que on avait trouvé un groupe qui était là-bas, donc une ossature. Il fallait renforcer l'équipe. Je pense que ça a été fait. On a commencé le travail et au moment où je vous parle, on est classé deuxième. Très bien. Alors justement, les joueurs en parlaient tout à l'heure. Au début, la sauce n'a pas tout de suite pris. Est-ce que vous avez eu à douter ou alors comment vous avez réussi à inverser la tendance? Parce que vous êtes resté sur 6 matchs sans défaite, 7 matchs sans défaite, alors qu'au début, justement, il n'y avait pas les victoires au bout. Bon, très souvent on le dit, mieux vaut mal démarrer et bien terminer. Il est vrai, même quand nous avons eu 2 défaites en début de saison, le lendemain de notre défaite contre Gorée, quand certains joueurs m'ont vu avant la séance rire, ça leur a poussé à se poser des questions. On est dans une situation difficile. Le coach est en train de rire. C'était pour leur dire que ce n'est que le début. Mais si on continue à travailler, ça va porter ses fruits. Mais il y a aussi une chose peut-être que certains ne maîtrisent pas. Nous avons joué avec un effectif très réduit en début de saison. Donc il y avait des joueurs qui n'étaient pas qualifiés. Même si j'ai encore l'habitude de dire que ça ne justifie pas une défaite. Mais nos 2 défaites quand même nous ont poussé à être encore beaucoup plus courageux et travailler davantage pour en arriver à ce point. Très bien. Alors Moustapha, vous le disiez, peut-être que vous aimez les challenges. On le rappelle, vous avez commencé avec l'AS Saloum, vous avez entraîné Niary Tally, l'AS Pikine avec qui vous avez remporté la Coupe de la Ligue en 2011. Rappelons qu'également en 2010, vous avez été désigné meilleur entraîneur de Ligue 1. C'est quoi la touche Moustapha Seck? Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans une équipe que vous dirigez? Bon, dans le style de jeu, bien sûr. Il y a d'abord une chose, une équipe qui n'a pas de supporters ne m'enchante pas trop. Parce qu'aujourd'hui, la chaleur qu'il y a sur les gradés quand même, ça pousse les joueurs à travailler, ça pousse l'entraîneur aussi à méditer davantage pour mettre en place quelque chose. Chaque entraîneur a une philosophie dans la vie, donc a une certaine méthodologie dans l'approche. Mais moi, je me dis tout le temps que quand notre équipe doit jouer, d'abord faire plaisir aux supporters qui se déplacent. Parce que, quoi qu'on puisse dire, en début de saison, les supporters de Guédiawaye ne venaient pas. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a une organisation telle que le club commence à retrouver ses fidèles. Ma touche personnelle, avec mes collaborateurs, bien sûr, parce qu'on fait toujours des réunions de coordination pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Mais dans ma vie, si on privilégie toujours le jeu, on aura toujours l'enjeu. Ah, ça c'est beau.
C'est bien trouvé, c'est bien dit. Si on privilégie toujours le jeu, on trouve l'enjeu. On trouve l'enjeu. Alors, cher Tidiane. Voilà, Moustapha, donc vous y croyez, cette montée en première division? Parce que là, on se rend compte que quand même, la deuxième division, c'est comme dans les autres pays, c'est une purgatoire, c'est extrêmement difficile. Il y a des matchs à aller jouer à Mboro, je sais. Surtout cette année, avec les équipes présentes en Ligue 2, c'est du lourd. Est-ce que nous croyons à la montée? Je pense que le jour où j'ai paraphé le contrat avec le président Djamil, et dans ce contrat, j'avais bien lu que l'objectif c'est la montée. C'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à croire à cet objectif. Et donc, vous estimez que vous avez un groupe pour? Bien sûr, nous avons un groupe, la preuve. Nous n'avons pas cherché à renforcer durant le mercato le groupe. On a fait confiance à 3 jeunes qui sont dans l'équipe Espoir, plus maintenant les 24 jours et un Espoir qui a été promu. Il y a de cela 3 à 4 jours. Donc je pense que ce groupe qui est là est un groupe, et j'en profite pour tirer un chapeau à mon capitaine DAF, qui fait un excellent travail, lui et Babacar Thior, il y a aussi Momo et Ibakaïté. C'est des gens qui jouent un rôle extrêmement important parce que c'est notre répondant direct auprès du groupe. Parce qu'aujourd'hui, la force de Guédiawaye, c'est la solidarité qu'il y a. Tout à fait. Alors, l'objectif de la montée, c'est sur 1 an ou sur les 2 ans de contrat? J'ai signé un contrat de 2 ans. Mais l'objectif pour la montée, c'est cette année. Donc c'est pour cette année. Mais vous aurez une marge de manœuvre si vous n'y arrivez pas cette année. Parce que c'est une option toujours à prendre en compte. Vous n'êtes pas premier, vous êtes 2e derrière Dakar Sacré-Cœur. Vous savez, je suis un employé. Il y a mes employeurs. Nous avons signé un contrat de 2 ans. Mais l'objectif pour cette année, c'est la montée. Maintenant, on peut même atteindre notre objectif et ne pas continuer avec le club. Tout dépendra aussi de l'appréciation des dirigeants, parce que c'est eux qui décident à la fin de la saison. Tout à fait. Donc, comme aussi, ils peuvent continuer à travailler avec le staff qui est en place, pourquoi pas pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Alors, coach, avant de finir, le fait de jouer loin de vos bases, d'aller jouer à Al-Sandigo, puisque votre stade est en réfection, est-ce que vous êtes pressé de retrouver cette ambiance d'Amadou Barry? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, se déplacer à Pikine, et j'en profite aussi pour remercier... Pas loin, pas loin. Écoutez, aujourd'hui, on s'entraîne au stade Ndiarem, donc c'est assez sablonneux. Le stade Amadou Barry est en réfection. Je pense que les travaux ont connu une avancée notoire. Jouer à Pikine, c'est vrai, même si ce n'est pas loin, l'idéal serait quand même de jouer chez eux. Parce que il y a certains supporters, ils seront beaucoup plus enclins à aller rejoindre l'équipe au niveau du stade Amadou Barry que d'aller à Pikine. Très bien. Moustapha, vous restez avec nous justement et on va parler d'infrastructure et du stade Amadou Barry de Guédiawaye. Voilà, la semaine dernière, nous recevions ici même le ministre Mbagnick Ndiaye. Il était beaucoup question d'infrastructure et justement les travaux sont en cours au stade Léopold Sédar Senghor et également le stade Amadou Barry de Guédiawaye. Enfin, tout 1,3 milliard donc ont été décaissés donc pour ces 2 stades. Le ministre et ses hommes donc ont effectué une visite dans les chantiers. Donc je vous propose de suivre le reportage signé Chartigan John et Diafaraba. Au stade Amadou Barry de Guédiawaye, après désherbage et drainage de la surface, actuellement, les ouvriers sont à l'ultime étape, la pose de la pelouse synthétique. L'aire de jeu commence à prendre forme. L'opération la plus importante est entamée. Ce terrain donc, est un terrain de compétition internationale. Nous avons au total une trentaine de rouleaux et nous en avons installé environ une vingtaine. Il nous reste une dizaine de rouleaux à poser. Là, actuellement, c'est le déroulage et mise en place des rouleaux de gazon synthétique. Donc là, c'est le déroulage. Demain, on va passer au tracé. On va tracer les lignes de jeu. Et à partir de la semaine prochaine, on va commencer le remplissage, c'est-à-dire la mise en place du sable et de la charge synthétique. Pour la première fois, le stade municipal Amadou Barry va se retrouver avec une pelouse synthétique. Du coup, l'entrepreneur met en garde. Non, j'ai parlé aux autorités, j'ai parlé au ministre, j'ai parlé au directeur des infrastructures sportives et je continue à insister. Et je dois continuer toujours à parler au ministre et aux autorités pour qu'il fasse le maximum possible pour qu'il n'y ait pas la lutte ici. Nous sommes favorables parce qu'on peut avoir du gazon synthétique de ce niveau-là et organiser en fait la lutte. En tout cas, on est en train de discuter avec le préfet, avec l'entrepreneur, mais même avec le ministère
pour faire des réflexions au niveau du stade de Ndiarème et consacrer, orienter les promoteurs de lutte au niveau du stade de Ndiarème. Dans une vingtaine de jours, les travaux seront achevés et le terrain opérationnel. Cap sur un autre chantier, au stade Poète Léopold Sédar Senghor. Ici, la première anomalie notée, le système d'irrigation abîmé. Par conséquent, la tutelle fait appel à une entreprise italienne dans le souci de régler la problématique de l'eau. La situation qu'on a trouvée est une situation pratiquement irrécupérable. Les équipements sont vieux, sont pour la plupart en une mauvaise situation de fonctionnement. Certains sont même mal entretenus, ce qui fait qu'ils sont pratiquement à refaire tous. Aussi bien au niveau de la salle des machines qu'au niveau de l'équipement qui distribue l'eau sur le terrain. Autre hic, la pelouse envoyée par des herbes sauvages. Le manager général de Dakar Sacré-Cœur dira que l'objectif est de faire de la pelouse de Léopold Sédar Senghor la meilleure que le Sénégal n'ait jamais eue. L'objectif de Monsieur le Ministre, c'est de rendre à cette pelouse son statut initial, à savoir d'être la pelouse nationale. Donc une pelouse qui va être utilisée en moyenne 8 heures maximum par semaine. Et que, je l'espère, le coach de l'équipe nationale décide pour le prochain match éliminatoire d'organiser le regroupement ici à Dakar sur la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor. Globalement, 1,3 milliard ont été investis pour la réfection de ces deux infrastructures sur un budget général d'investissement de 2 milliards. En attendant, Demba Diop baigne dans une insécurité galopante. Selon certains observateurs, l'infrastructure est une bombe qui peut exploser à tout moment. D'énormes chantiers, évidemment, n'est-ce pas, Malal, mais on va très vite parler de l'équipe nationale du junior. En regroupement depuis ce lundi au centre de développement Jules-François Bokondé de Toubab Dialaw. L'équipe de Joseph Koto doit rencontrer samedi prochain à Bandioula, Gambie, dans le cadre d'une rencontre amicale. 23 joueurs ont été convoqués. On se souvient qu'au mois de mars dernier, l'équipe nationale junior avait participé et remporté le tournoi du Maghreb. Les infrastructures, on en parle. Et je pense qu'on va voir dans quelques minutes quelque chose de plus beau et de plus potable. De plus beau et de plus potable, c'est donc les installations de l'Académie Génération Foot, basée donc à Sangalkam. L'histoire est née en 1999 avec un certain Madi Touré qui a vu grand malgré les maigres moyens dont il disposait à l'époque. Aujourd'hui, des joueurs sont sortis de ce centre et font le bonheur de tout le pays. D'autres donc sont allés reprocher de la trahison, mais également des arnaques à Madi. D'autres lui reconnaissent plein de choses. Aujourd'hui, la construction a été réalisée de ce centre qui accueille aujourd'hui 75 jeunes qui vivent dans l'académie et qui espèrent devenir donc prochainement des joueurs professionnels. Mama Fatundoy, Amadou Niang et Chérif Dia ont passé toute une journée à l'Académie Génération Foot. Je m'appelle Medouni Arefal, j'habite à Bamilor, je joue en poste latéral gauche. Je m'appelle Yerim Diak, je viens de Djoubel. Depuis 4 ans, je suis là. Je m'attends à devenir un joueur professionnel. Une table, 2 ballons, 2 chaises pour entreprendre le début d'un rêve il y a 15 ans. Madi Touré avait plus des idées que des moyens pour écrire l'histoire de Génération Foot. Au départ, on était dans des terrains nus partout, on squattait des terrains à gauche, à droite. En 2006, l'idée a germé de construire un centre de formation à Sangalkam sur 16 hectares de terre avec l'aide du Football Club de Metz, premier partenaire de l'Académie Génération Foot, pour un investissement qui aujourd'hui a atteint les 2 500 000 €. En termes de financement, c'est Madi qui est aujourd'hui actionnaire majoritaire dans la SCI. Donc c'était ça, le deal, avec le FCMS avec qui on est en partenariat, mais aussi avec le soutien de certains joueurs qui ont eu à faire les beaux jours de Génération Foot. L'Académie Génération Foot présente des installations à même de séduire tout jeune footballeur. Visite guidée. Oui, bonjour, je m'appelle Salou Diop, je suis responsable de la logistique et des accros.
Là, je vais vous faire visiter notre salle de briefing. Dans la salle de briefing, c'est un lieu où ça nous permet, nous, de préparer tous les matchs, donc de faire des séances de vidéo et de discuter donc, des après-matchs et de faire donc, tout ce qui est débriefing après le match. Donc, là, nous allons vous faire visiter la direction technique où on a le bureau du manager général. C'est le bureau du manager général, M. Olivier Perrin. Là, on va vous faire visiter les vestiaires. Et le vestiaire numéro 2, c'est pour les visiteurs. Donc là, je vais vous faire visiter la salle de musculation et l'infirmerie. Dans la salle d'infirmerie, nous avons un kiné qui est là en permanence. Donc il s'occupe donc de tout ce qui est de soins médicaux donc, pour les joueurs. Et il est en permanence avec nous. Hein. Vous avez ici sur votre droite la salle de stockage des équipements. Voilà, donc nous allons vous faire visiter la cuisine. De bonnes pelouses pour favoriser une formation adéquate des jeunes. Olivier Perrin est le manager général de l'Académie Génération Foot. Il a été mis à disposition depuis le mois de juillet par le Football Club de Metz. Ma priorité, c'est quand même le terrain, donc le recrutement des joueurs, la détection et l'entraînement. Et puis ma mission, comme mission de manager général, c'est une mission d'organisation du nouveau site, d'organisation générale du fonctionnement, qui soit sportif, qui soit scolaire, qui soit social, qui soit du fonctionnement de la maintenance générale des bâtiments, des terrains. 75 garçons âgés entre 14 et 20 ans sont actuellement pris en charge par l'Académie Génération Foot. Certains d'entre eux sont scolarisés. Après formation, on a 100% de nos gamins en école. Donc on travaille avec le collège de Denis Biramendao et on travaille avec le lycée de Sangalkam. On a aujourd'hui pratiquement la moitié des joueurs, 50% de nos joueurs sont scolarisés. Il y a quelques heures qu'ils ne font pas pour un horaire aménagé, mais on paye des profs qui viennent ici faire des heures supplémentaires. Concernant le 50% restant, notre objectif est de leur apprendre un métier. La reconnaissance de certains joueurs n'est pas toujours au rendez-vous. Il a été reproché à Madi Touré d'avoir voulu arnaquer certains joueurs qui n'ont pas hésité à lui tourner le dos. Rouler dans la farine, moi je pense quand même que c'est un mot assez chargé parce que je pense que c'est des garçons qui ne sont pas reconnaissants. Vu leur parcours, si aujourd'hui on se met à déballer ou à balancer comme tout un chacun peut le faire, nous on est assez outillés pour ça. Mais je pense qu'on va avoir beaucoup plus de retenue. Fallou Diagne, aujourd'hui je pense qu'il ferait mieux de pouvoir donner un coup de pouce pour l'essor des générations foot que de parler d'être roulé dans la farine. Par exemple, je prends le cas de Papis Demba Cissé, Papis que je connais, où j'ai suivi son cursus dans Génération Foot. Parce qu'au départ, à l'époque, Jean Fernandez n'en voulait pas. C'est Madi qui a insisté auprès de Jean Fernandez pour lui faire comprendre que ce garçon a du talent. Les ambitions de Génération Foot dépassent le simple cadre de la formation. Demain, nous, on aspire, par exemple, à être autonome financièrement. C'est-à-dire que déjà, pouvoir organiser des camps de vacances, des colonies, et pouvoir même louer le centre. Par exemple, en vue des championnats d'Afrique juniors qui doivent se passer ici au Sénégal en 2015, si je ne me trompe. Donc, c'est des possibilités d'autonomie qui s'offrent à nous. Génération Foot était jusqu'à la Ligue 2 il y a quelques années, est redescendu rapidement avec des petits problèmes internes. Donc aujourd'hui, on a malheureusement une équipe qui a largement le niveau pour jouer au-dessus, mais qui malheureusement est en National 2. Donc l'objectif évidemment pour les joueurs, c'est de remonter tous les ans, rapidement, au moins de dire rapidement en Ligue 2, parce que pour avoir ne serait-ce qu'une compétition organisée, avec des compétitions tous les week-ends, parce que c'est aussi ça qui fait la progression du joueur. Sadio Mané, Diafra Sakho
Emmanuel Adebayor, Youssou Ndour sont parmi les personnalités qui ont soutenu Madi Touré à réaliser son rêve d'implanter un centre de formation à Sangalkam. Un rêve qui continue de s'écrire pour le patron de Génération Foot et des dizaines de jeunes. Voilà, alors Malal qui apprécie déjà les installations. Oui, parce que moi je pense que c'est la base. C'est la base. Si l'on veut vraiment faire du football professionnel, si l'on veut avoir des joueurs formés dans cette ambiance-là, il faut des centres du type de Djambar, du type de Génération Foot. Maintenant, il faudrait également qu'il y ait une suivi, que les joueurs soient bien pris en charge. Et petit à petit, il deviendra grand et au profit de tout le pays. Alors Moustapha, ça c'est du concret. Je veux dire, on a eu des clubs qui ont existé depuis 60 ans. Aujourd'hui, il y a un centre qui s'appelle Génération Foot qui met en place des infrastructures. C'est des initiatives privées, mais qui forcément impactent sur le développement du football national. Et ce serait encore mieux si ces initiatives-là sont suivies par d'autres dans les autres régions. Parce que je pense que les régions présentent des jeunes quand même qui ont beaucoup de talent, mais malheureusement, l'encadrement qu'il faut fait défaut. Parce que l'initiative de Madi Touré, par exemple, que je salue au passage, je pense qu'il a cru à son projet. Donc ça date de longtemps, malgré les difficultés qu'il a eu à connaître. Je pense que c'est sa conviction par rapport à ses idées, par rapport à son projet qui ont fait aujourd'hui. Denis Benimdao présente une structure quand même digne de son nom, où les enfants qui demandent à être encadrés, uniquement encadrés, donc quand même vont connaître une formation appropriée. Cher Tidiane, ce n'est pas la Masia, mais bon. Ouais, ce n'est pas la Masia, mais c'est une structure qui impacte déjà dans le football sénégalais, avec notamment Sadio Mané actuellement, qui est le métronome de cette équipe nationale du Sénégal, qui vient de Génération Foot. Il y avait Papis Demba Cissé. Bon, je pense que quand même on doit encourager ce genre d'initiative, mais ça aurait été mieux si derrière le Giraffe de Dakar, derrière Nyari Tali, derrière la Jeanne d'Arc, on avait ça et que ces clubs-là allaient être que des vitrines pour ce genre de centre de formation. Moustapha, vous n'êtes pas dans le secret des dieux, mais est-ce qu'au niveau de Guédiawaye, il y a ces idées-là qui font leur chemin, créer quelque chose, un centre, une structure où on accueille les jeunes? Est-ce que vous en discutez? Bon, je ne dirais pas qu'il y a le mieux de tout ce qui se fait actuellement au Sénégal, mais il y a une certaine organisation qui fait aujourd'hui, par rapport à ce projet jeune dont j'ai tantôt parlé, l'idée par rapport à la mise sur pied quand même d'un club fort qui nécessite impérativement une prise en charge très tôt des jeunes. Donc cela demande aussi qu'il y ait un cadre pour ces jeunes, pour que la formation puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Je pense que les dirigeants du GFC quand même ont en tête quand même cette organisation, ce qui veut dire qu'il faut impérativement un local. Et les moyens. Le football, c'est la formation. Parce qu'actuellement, l'équipe nationale du Sénégal, c'est Génération Foot et Djambar. Oui, effectivement. Il faut sortir de Dakar. Il faut sortir, aller vers Djamnyadjo, aller vers Niaga, vers Lagros. Il y a des terres, il y a la mer, il y a tout. Et oser faire des prêts dans les banques avec nos grandes équipes et construire. C'est un projet, tu investis aujourd'hui 10 milliards. Dans 4-5 ans, tu vas vendre un jour à 60 milliards. Là, c'est le businessman qui parle, je le sens. Malal. Alors, on va parler de football toujours, mais cette fois-ci avec les championnats européens, cher Tidiane. On commence par l'Espagne, où c'est toujours aussi serré en tête de classement. Voilà, toujours aussi serré, ces trois clubs qui ne se lâchent plus. Avec l'Atlético de Madrid donc, qui s'accroche à sa première place, les Colchoneros qui ont reçu et battu Villarreal 1-0, un but inscrit par Raúl Garcia de la tête. Et après ce match, le Barça, la pression était sur le Barça, qui était dans l'obligation de gagner, un doublé de Messi sur penalty face au Betis Séville. Donc Séville où joue Alfred Ndiaye, qui a été l'auteur d'une passe décisive donc, dans la réduction du score du Betis. Mais
finalement donc le doublé de Messi et Figueroas donc qui marque contre son camp, le Real Madrid, donc le troisième larron qui est allé gagner à Anoeta. Anoeta, c'est la pelouse de la Real Sociedad, 4-0 donc avec des buts signés Yaramendi, l'ancien de la Real Sociedad, Gareth Bale et également Pepe Morata, Pepe qui marque des buts. Cristiano Ronaldo n'a pas joué ce match. Cristiano qui n'a pas joué ce match, il souffre du genou, donc mais même incertain pour la Ligue des Champions. Incertain pour la Ligue des Champions, puisqu'il n'a pas fini l'entraînement de la veille, pour la confrontation de demain face au Borussia Dortmund. Alors, Manfatou, donc, le récapitulatif, donc, Almeria qui s'incline 2-1 face à Osasuna, Elche qui bat 1-0 Retafe, FC Séville qui bat l'Espagnol 4-1, 0-0 entre Valladolid et Valence. Donc leader de ce classement, l'Atlético 79 points, suivi du Barça 78, le Real Madrid 3e avec 76 points. En bas de tableau, Retafe relégable avec 31 points, 18e, 19e, Almeria 30 points et le Betis pratiquement condamné avec 22 points. Merci cher Malal. En France, il y a le PSG et puis il y a les autres. Voilà, comme vous l'avez dit, le club de la capitale qui domine ce championnat depuis pratiquement la deuxième journée. Les Parisiens n'ont pratiquement plus quitté la tête de cette Ligue 1 française, malgré que Monaco se bat toujours pour rester au contact, mais il y a au moins 6 points d'écart. C'est juste au contact. Voilà, avec le joueur sur lequel Monaco misait, Falcao, qui est blessé et qui est revenu quand même au stade, mais le Paris Saint-Germain qui est allé battre donc à l'occasion de cette 32e journée l'équipe de Reims 3-0 avec Edmilson Cavani qui a retrouvé le chemin défilé à l'absence de Zlatan Ibrahimovic, incertain donc pour au moins un mois. Le Paris Saint-Germain qui a donc préparé au mieux la prochaine sortie prévue demain mardi. Ce sera donc en Angleterre face à l'équipe des Blues pour la Champions League. À noter également la victoire de l'équipe de Monaco à lui 3-1. C'était donc face à l'équipe de Nantes. Autre victoire à noter, celle de l'équipe de Montpellier sur Guingamp, 2-1. L'équipe de Lille a été battre l'équipe de Toulouse 2-1. À noter également le nul entre Lorient et Evian Tournon-Gaillard, 1-partout. Nul également entre Bastia et Sochaux, 2-partout. C'est le même score entre Bordeaux et l'équipe de Rennes. Bordeaux qui a mené 2-0 qui s'est fait rejoindre. Voilà, qui s'est fait rejoindre. Alors que l'Olympique lyonnais s'est battu pour rester en haut de classement, histoire de décrocher une place européenne la saison prochaine. Les Lyonnais sont allés battre l'équipe de Valenciennes 2-1. C'est un match qu'il ne fallait surtout pas rater pour l'Olympique lyonnais. Au classement, on note que le Paris Saint-Germain est largement devant et qu'en cas de victoire même la semaine prochaine, il pourrait être sacré champion de France pour la deuxième fois de suite. Monaco est deuxième, Lille qui reste en haut de classement malgré les difficultés, Lille est troisième, Saint-Etienne quatrième. Lyon, Valenciennes sont donc juste en embuscade. On retrouve en milieu de classement Sochaux, Ajaccio, mais également le reste de la troupe. L'équipe de Marseille qui également se bat pour trouver une place européenne, mais ça va être très compliqué avec cette victoire de Lille et de Lyon. Et de Monaco. Voilà. Merci Malal. Alors on termine avec l'Angleterre. Donc on va parler bien sûr de cette course aux champions de titre avec une équipe plus que jamais bien placée. Liverpool avec un monsieur qui s'appelle Steven Gerrard. Alors là, on voit donc Liverpool avec Steven Gerrard qui ne fait que marquer des pénaltys. Encore 2 pénaltys marqués donc dimanche, qui a permis donc à son équipe d'engranger les 3 points. Donc Steven les marque et Suarez les provoque. C'est comme ça le duo. Il faut réussir les pénaltys. Oui, il faut réussir, surtout que le match contre West Ham n'était pas du tout évident. Et donc ce but est très important pour Liverpool qui a 3 points, donc, et en plus qui doit rencontrer la semaine prochaine, on le sait, dans un match très important, Manchester City. Et donc on retiendra que Steven Gerrard donc, a marqué 13 buts durant cette saison et donc 10 pénaltys. On notera également la déconvenue de Arsenal, forcément on en parle cher et Malal. Arsenal qui ne va pas du tout bien, qui a encaissé 4 buts à Everton, 4-0, et qui est vraiment dans une position assez délicate
concernant donc cette 4e place, n'est-ce pas, cher? Ouais, Arsenal du special loser, pour ne pas dire Arsène Wenger. Là, ce sont les termes de José Mourinho. Voilà, bon, je pense que quand même Arsenal. Ça va pas. Ils n'ont plus qu'à attendre l'année prochaine et acheter un très grand attaquant pour espérer quand même. Je pense que c'est la seule chose qui leur a manqué cette saison. Un très grand buteur devant. C'est vrai qu'il y a eu, oui, c'est vrai que Giroud n'est pas vraiment au top. Et puis à l'extérieur, Arsenal, on le sait, Arsenal démarre toujours en trombe les saisons, mais les termine toujours mal. Donc à l'extérieur, ils viennent de subir leur 5e défaite consécutive. 20 buts encaissés en 5 matchs, c'est vrai que ce n'est pas des statistiques favorables à une 4e place ou à une 5e place. Alors, on va retrouver tout de suite les résultats au complet. City qui bat Southampton 4 buts à 1. Newcastle de Papis Demba Cissé écrasé par Man U 4 buts à 0. Aston Villa battu par Fulham 2 buts à 1. Hull City qui bat Swansea 1 à 0. Norwich donc battu par West Brom 1 à 0. Et puis Crystal Palace qui s'impose à l'extérieur devant Cardiff 3 buts à 0. Et rapidement donc le classement. On notera que également Chelsea a battu Stoke City 3 buts à 0. Et tout à l'heure, Tottenham a battu Sunderland 5 buts à 1 avec un doublé du Togolais Emmanuel Adebayor. Alors au classement, on le disait, Liverpool est premier avec 74 points. Deuxième Chelsea, 72 points. Troisième City avec 70 points. Toujours 2 matchs en retard. Arsenal, 4e quand même, avec 64 points. 1 point d'avance sur Everton. Et puis on notera dans le bas du tableau, Fulham, 18e. 27 points, 19e Cardiff City, 26 points et Sunderland 20e avec 25 points. On parle à présent de la Ligue des Champions. Là, on va commencer directement par les pronostics. Demain, il y a 2 matchs. Real, normalement, contre Dortmund. Et puis Paris Saint-Germain, Chelsea-Paris Saint-Germain. Alors, Moustapha, vos pronostics? Bon, je rappelle encore, je ne suis pas tellement fort en pronostic. Mais bon. Mais le Real qui a déjà gagné par 4 buts à 0. 3 à 0, excusez-moi. Je pense que si je devrais pronostiquer cette fois-ci, je n'aurai pas de problème. Donc je vais miser sur le Real. D'accord. Mais pour le deuxième match entre le Paris Saint-Germain et entre le Chelsea et Paris Saint-Germain, là je préfère m'abstenir parce que... Je sais que Moustapha, vous aimez bien Mourinho. Parce qu'il travaille. Et ensuite, j'ai vu en lui quand même beaucoup de communication et dans sa communication, il a beaucoup de tours dans son sac en quelque sorte. Sauf qu'il n'a pas d'attaquant. Mais dans une équipe, tout joueur doit pouvoir marquer. Oui, mais il a mis 6 buts à Arsenal. Non, pas d'attaquant, mais quand même. Oui, mais Eto'o est presque incertain. Torres, il est l'ombre de lui-même. Donc demain, il va encore aligner Schroller. Et faire fait de Dembaba. Ah oui, c'est vrai. Salah qui n'est malheureusement pas qualifié pour la Ligue des Champions League. D'accord. Mais c'est toujours le but d'écart, c'est encore rien. C'est encore rien. Il a déjà fait. Il a averti les Parisiens. Et c'est pas encore fini. Donc il reste encore. Ouais, c'est encore rien, sauf qu'ils vont jouer une équipe qui sait marquer des buts à l'extérieur. À l'extérieur, surtout ça. Ouais, la force de l'équipe parisienne, c'est le collectif. C'est une équipe qui aime garder le ballon. Et en football, qui a le ballon est le maître du jeu. Laurent Blanc l'a dit tout à l'heure en conférence de presse, nous sommes venus à Londres pour faire un résultat. Nous sommes venus pour jouer avec notre identité, c'est-à-dire garder la balle et être maître du jeu. Avec cette avance de but, si Paris réussit à être maître du jeu, ben les Français vont le faire. Et surtout s'il réussit à marquer ce fameux but à l'extérieur, parce que bon, quoi qu'on dise, c'est ce 3e but qui change toute la donne. À 2-1, ça aurait été beaucoup moins compliqué pour les Blues. Alors, mercredi, il y aura beaucoup plus de suspense parce qu'il y a eu 2 matchs qui se sont terminés par un score de parité. Bayern de Munich, Man United, 1 partout. Atlético Madrid, Barcelone, 1 partout. Alors, sur le derby espagnol, cher. Non, en tout cas, moi, je vois le Barça passer, même si ce sera extrêmement difficile face à cette équipe de l'Atlético de Madrid, qui risque quand même de jouer sans Diego Costa et Arda Turan, qui souffrent d'une pubalgie. Mais quand même, ils ont... Il est forfait? Non, Arda Turan qui souffre d'une pubalgie.
Mais quand même, c'est une équipe qui a des joueurs pour faire souffrir le Barça et qui ont d'excellents joueurs de tête. Si on sait que le Barça est très très friable sur les coups francs et les corners. Piqué et le gardien, Valdés. Si on se met à regretter Valdés, ça veut dire que la situation est vraiment grave. Non, mais quand même, le Barça dos au mur, quand même, souvent cette saison, on voit que c'est quelque chose. D'accord. Moustapha, rapidement sur ce match entre l'Atlético et le FC Barcelone. Barcelone n'a pas encore gagné Atlético cette année. Je pense que d'abord, il y a l'avantage du terrain au retour. Et la force peut-être de l'Atlético, c'est que leur jeu ne se repose pas sur un joueur. Même si Jorge Costa a fait un excellent travail devant. Regardez, la fois passée, il est sorti. Notre Diogo est entré, il a marqué un super but. Magnifique. Contrairement à Barcelone, où tout se repose sur Messi. Donc, si ça ne marche pas, il y a problème. Donc, alors, si je devais miser... Il y a Neymar. Il y a Neymar qui crée des pénaltys. Pas forcément au pic de sa forme. Il est en train de revenir, il revient de blessure. Ce n'est pas évident et devant des défenses hermétiques. Évidemment, la dernière fois, il a bien bénéficié de la fameuse passe de Iniesta, mais je ne suis pas sûr que Neymar puisse poser problème quand même à cette défense. Plus Messi. Voilà. En tout cas, un nul vierge va éliminer le Barcelone. En finale, aller de la Supercoupe, c'était son premier match officiel avec le Barça et je pense que c'est lui qui avait, pour le moment, c'est le seul joueur catalan qui a marqué face à l'Atlético. Et à deux reprises. Alors, l'autre match aussi, Bayern Munich-Man United. Donne lieu à beaucoup de suspense, même si les Bavarois vont recevoir les Mancuniens chez eux. Ils sont favoris. Ils sont favoris parce que le jeu produit par l'équipe du Bayern de Munich de Guardiola, l'effectif de cette équipe du Bayern, on sait qu'au jour d'aujourd'hui, l'équipe de Manchester United n'est pas un peu ce qu'il était l'année dernière. Donc les Allemands sont favoris, ils sont partis pour être qualifiés. Très bien. Voilà. Merci Malal. Alors, on va remercier Moustapha Seck pour avoir accepté cette invitation. Merci Moustapha. Merci, et puis bonne chance pour le reste de la compétition. On va parler un peu de Man United Bayern parce que tu avais envie de rajouter 2-3 mots. Le temps qu'on reçoive Madio Père qui va nous parler de hippisme. Merci Moustapha. Merci. En fait, pour vous dire que quand même, durant ce match-là, le Bayern est super favori. Mais il ne faut pas perdre de vue que cette équipe de Munich est quand même diminuée. Parce que le Bayern va jouer sans Schweinsteiger, qui est suspendu, qui a pris un rouge. Le défenseur espagnol également, Javi Martinez, sera suspendu pour ce match. Et Thiago Alcantara est blessé également pour de nombreuses semaines. Donc, ce qui veut dire que le Bayern sera diminué. Manchester United, c'est une grande équipe quand même s'ils ne sont pas bons. Mais en un match, quand même, ils peuvent se transcender. Ils peuvent vraiment se réveiller. Et ça peut être un super match. Oui, ça peut être un super match, mais il faut dire, cher Tidiane, que pour moi, en fait, je vois mal Manchester United pouvoir... Bon, dans le football, il y a toujours des exploits, mais je pense qu'en ce moment, l'équipe à battre dans cette Ligue des Champions, c'est le Bayern de Munich. Donc voilà, avec un Pep Guardiola, moi je pense que ce serait un échec. Je trouve qu'ils sont diminués, qu'ils sont un peu diminués. Oui, mais ils ont un banc très fourni aussi. Ils ont un banc très fourni avec des jeunes joueurs qui viennent du centre de formation, qui demandent qu'à prouver qu'ils ont leur place de titulaire. Ce sera donc l'occasion pour eux, ce mercredi, de briller de mille feux et de taper dans l'œil. Le match sera retransmis sur la RFM. Les matchs. Voilà. Mais mardi et mercredi, les auditeurs de la radio auront le plaisir de suivre cela sur la 94.0. Voilà. Le menu sportif sera remis. Vous aurez les deux matchs en même temps. En duplex. Voilà. Alors, dans quelques instants, nous allons recevoir Madio Père. On va souffler une petite minute et puis on revient sur le plateau. Voilà, donc ñu daal di rek dalal Madiop Pekh jàmbar maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay ziar bu baax a baax. dalal jàmm ci plateau bi. Mame Fatou maa lay nuyu. di nuyu Cheikh Tidiane di nuyu ñi ni seetaan ñëpp. démb nag Mame Fatou maa leen demaloon fi nga xamante ni mooy hippodrome Talon Anta Maxal ci Tëngéej. mu nekkoon journée boo xam si ne journée bu am solo la. ñu ko tëggoon di waa CNG course hippique
mu nekkoon course boo xam si ne course bu neex la. ña fa ñëwoon ci chevaux nekk 58 chevaux. 58 chevaux waaw 58 mais par catégorie la. par catégorie waaw mu nekkoon 6 catégories. démb nag lu musul am moo am parce que ñi nga xamante ne ñooy pur sang yi nga xamante ne dañ leen a importé France. ñoom dañ doon daw démb. ñoo daw sixième course bi. première course bi ñi ko daw ñoo nekk groupe plus de 3 ans yi ñoo ko doon daw. ñu ngi nekkoon 7 chevaux. première bi mi ngi nekk Linguère bi deuxième nekk ki nga xamante ni mooy Alfatit troisième nekk bébé Amina quatrième bi nekk ki nga xamante ni mooy Matayir. noonu la première course bi nekk waaw moom la première course bi nekk nii. le maire moo nekk quatrième bi. ok deuxième course bi nekk pour ñi ko doon daw nekk plein de 2 ans yi. plein de 2 ans yi ñu ngi doon daw 1200 mètres. 1200 mètres ki nga xamante ni moo jël raw gàddu gi. nekk Diané deuxième bi Rasoul. troisième bi nekk ki nga xamante ni moo nekk nous deux. quatrième bi nekk ki nga xamante ni mooy Zeyna. ok. troisième course bi ñi ko doon daw ñoo nekkoon groupe 2. groupe 2 par catégorie la groupe 2. par catégorie groupe 2 ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres. première bi nekk ki nga xamante ni mooy moom père numéro 2. deuxième bi nekk Grand Magal troisième bi nekk Arif quatrième bi nekk ki nga xamante ni mooy Mara. voilà. quatrième course bi ñi ko doon daw ñoo nekkoon groupe 3. groupe 3 ñu ngi nekkoon 15 chevaux. 15 chevaux nag dafa raar ci course. ñu ngi doon daw distance 2200 mètres. problème première bi Yadikon. deuxième bi la Grande Royale. deuxième bi Lamandande. troisième bi nekk ki nga xamante ni mooy Bébé Khadi. quatrième bi nekk ki nga xamante ni mooy Lawla Thiet. cinquième course bi ñi ko doon daw ñoo nekkoon groupe 1 ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres. première bi nekk ki nga xamante ni mooy Matahir. deuxième bi nekk professeur Omar Bao di si félicité bu baax Omar Bao. troisième bi nekk ki nga xamante ni mooy Nas Junior. quatrième bi nekk ki nga xamante ni mooy Adja Cuuc. ñi nga xamante ni nag ñoo ndar képp course bi ñoo nekkoon pur sang yi. pur sang yi nag ñoom lañ importé fi nga xamante ni mooy France. indi leen fii di leen dawal. di leen juddu tamit ay fas yi di daw nii. yooyu yëpp pur sang yi moo leen juddu. dëgg la moo tax pur sang yi nekkoon tamit course bu am solo ñoom tamit nag ñoom seen vitesse. ak vitesse su fas yi dafa bokkul. ñoom seen vitesse mooy gën a gaaw. gars yi ñu ngi daw temps ay 2 minutes ñoom ñu ngi daw temps 2 minutes 9 secondes. ñii 2 minutes 50 secondes ñoom 2 minutes 9 secondes lañ daw. ñu ngi doon daw ci distance 1650 mètres. première bi nekk ki nga xamante ni mooy Paul Fifina nekkoon course bu am solo Mame Fatou. course bu am solo course bu neex a neex. donc loolu moo xewoon démb fële ca hippodrome Tanor Anta Maxal. voilà mais tey nag lan nga ñu indil. ci wàllu cosaan ak xam-xam tuuti ci wàllu hippisme. tey li ma la indil. genn góor gu nekkoon ci course nekkoon koo xamante ni ku ràññeeku la ci course hippique mu nekk Alaaji Picc nekkoon jockey ancien jockey la. wax naa ne bu génnee ci télé bi nit ñi den xam kan la damay bàyyi rek Mame Fatou ñu dem suñu élément yi wane ko. dëgg la. ci duggee dafa yàgg te def naa ci lu ne am naa ci lu nekk defal nañ ma ci lekk am naa ay sama fasi bopp am naa ay fasi jàmm di leen war di lefin am samay fas di ko dawalu di ko jot depuis loolu maa ngi ci ba léegi jógu mbis. mais père course bu njëkk nan la demee woon ak seen temps yéen. course bu njëkk dafa nekkoon course boo xam ne bi nit ñëpp ay benn lañu ay xarit lañu ay wóolare lañu da ngay dikk ci kër dal fa joxe fa njaw sew lépp nga joxe ko fa boo ñibbee boo wàccee ñëw jaar fa joxe li nga am waa kër gi defar la yëpp ngeen nekk benn fas yi nekk benn rawante yi ak rawante yi du benn léegi boobu da ngay raw ba tourner 200 mètres ñu raw la partout léegi nag fas wala jiitu rek romb na la raw na la parce que traitement yi benn la fas yi duñu benn mais traitement yi benn la borom fas yëpp ñoo bokk lu ñuy traîner yu bu dëkk nag loolu amul woon. mais père lan mooy course course mooy lan. course mooy loo xam ne lii ay gor ñoo dajew di jogante ku nekk di wut ndam ku nekk day wut ndam mi nag yàlla koy jox nit waaye ku nekk ay gor yu dajale di wut ndam di fo di wut ndam loolu mooy course. comme Pape Malal. mais bëgg naa Mbaye nga wax ma waa ji tur bi ñu ko tuddee Alaaji Picc mooy lan. waaw Alaaji Picc xam nga jockey dañuy faral di tuuti
jockey bu rëy du arrangé fas bi parce que fas bi bu fekkee day daw bëgg a yàpp poids loolu du arrangé fas bi xam naa li mu ndawoon nag loolu tax ñu tuddee ko Alaaji Picc mais loolu du turam dëgg moo tax ñu tuddee ko Alaaji Picc Cheikh Sadibou Diarra moom du doon jockey non Cheikh Sadibou Diarra dafa rëy du doon jockey mais nag Mame Fatou ñu ngi préparé journée yu am solo parce que ñu ngi préparé journée le 27 avril journée ki nga xamante ni moo koy tëgg nekk ki nga xamante ni mooy Abbas Lo nekk doomu Pablo tuddee ko nag ki nga xamante ni mooy kilifa Futur Média muy El Hadj Youssou Ndour tuddee ko mu war a dem ci hippodrome Théodore Anta Mahat ba Tëngéej di ñu ngi préparé boobu maa la fay dem mais tamit boobu télé bi yëpp dañuy dem foog nga gëstu ñu Théodore Anta Mahat nga indi ñu tuuti ci moom loolu tamit Malal was not here now Malal is back donc da nga raté boobu mais Mame Fatou ñu ngi tamit préparé yeneen journée grand prix président assemblée grand prix président de la République ak grand prix ki nga xamante ni mooy Marième Faye Sall waaw yooyu yëpp ñu ngi koy préparé boobu ñu ngi am sama réalisateur nag mu may tànc mais dinañ ci ñëwaat de toute façon yow moom waaw mais tamit dinañ jégal gàmmu peex gi le 12 avril la yëpp d'accord inchallah boobu mooy dernier bi merci ba Diop loolu moom bokkul ci sport à la une mais ñu ngi lay jaajëfal mais loolu xam nga fii sport à la une njaboot la merci beaucoup merci Madiop merci Malal cher je me retrouve bien sûr avec toujours autant de plaisir la semaine prochaine lundi prochain j'espère que Malal tu seras toujours là et cher a priori les fidèles au rendez-vous il faut me retirer le passeport exactement c'est ce que je vais faire merci à toutes les équipes qui nous ont aidés au montage à la réalisation et puis les caméramans ils sont tous là merci à vous tous et puis excellente soirée restez fidèles à la TFM au revoir.